Alors, la paracha de la semaine, c'est la paracha Acharemot Kedoshim. La paracha de Acharemot Kedoshim, ce sont des parachiotes qu'on va lire à deux, c'est-à-dire des parachiotes, des semaines, des parachiotes Merubarot. Alors, en vérité, quel est le principe des parachiotes Merubarot? Quel est le principe de parachiotes Merubarot? Le principe, il est d'organiser les 53 parachiotes de la Torah de manière à ce qu'on les commence le lendemain de Simchat Torah, donc Shabbat Bereshit, et on les termine le jour de Simchat Torah, puisque vous savez que la seule paracha qui n'a pas de Shabbat pour elle, c'est la parachat Vezot Aberacha, parce qu'il n'y a pas un Shabbat qui est dédié pour elle. En vérité, c'est le dernier jour, c'est Simchat Torah. Une fois qu'on a fait Simchat Torah, à ce moment-là, on lit, quand ça arrive Simchat Torah, on lit la paracha. Et donc cette paracha-là, donc le Seder, il est que les 53 parachiotes que nous avons, elles doivent se terminer, doivent commencer le lendemain de Simchat Torah, elle doit se terminer à Simchat Torah. Mais maintenant, des fois nous avons 52 semaines, des fois nous avons peut-être plus que 52 semaines, je ne sais pas exactement, des fois on a beaucoup moins que 52 semaines à lire Shabbat. Un exemple tout simple, que ce soit en Eretz Israël, que ce soit en France, Pessah, nous avons sauté un Shabbat. Pourquoi nous avons sauté un Shabbat? Au lieu de lire la parachat Shemini, la parachat Shemini, le premier jour de Pessah était un Shabbat, donc nous avons sauté la parachat Shemini et nous avons lu la parachat de Pessah. Donc sur les 52 semaines officielles d'une année, on a raté un Shabbat. Pourquoi? Au lieu de lire la parachat Shemini, on a lu la parachat de Pessah. Donc on a raté une semaine. On va peut-être avoir Rosh Hashanah, ou on va avoir Shavuot, on va avoir Sukkot, on va avoir d'autres fêtes, où on ne va pas pouvoir lire, grâce au fait, on ne va pas pouvoir lire la paracha de la semaine. Donc automatiquement, sur les 52 semaines officielles, les 52 Shabbats de l'année, on en enlève plusieurs potentiellement lisables. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre quelques parachiotes que, de manière générale, c'est des parachiotes qui sont courtes en elles-mêmes, et on va les coller en même temps. Comme ça, au final, on va arriver tout le temps au même compte de terminer à Simchat Torah toutes les parachiotes. Donc, et je vous donne un exemple concret. Pendant 2 semaines après Pessah, nous avons été en décalage avec Eretz Israël. Pourquoi? Parce que nous, en France, en diaspora, on a eu, tu es en Israël, donc en diaspora, nous avons eu 2 Shabbats de Pessah. Donc le premier Shabbat de Pessah, on n'a pas lu Shemini, Parashat Shemini. Le deuxième Shabbat de Pessah, on n'a pas lu Parashat Shemini. Donc on a attendu la 3e semaine pour lire la Parashat Shemini. Mais en Israël, ils avaient déjà lu la Parashat Shemini. Donc après la Parashat Shemini, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Tazria. Je crois même qu'ils ont fait Tazria Metzora, ou je ne sais pas exactement. En tout cas, ils avaient déjà une paracha d'avance. Nous, pour cela, on a dû gagner un Shabbat. La semaine dernière, on a lu Tazria et Metzora. Mais concrètement, on a perdu un Shabbat. Que ce soit Eretz Israël ou nous-mêmes, on a perdu un Shabbat, le premier Shabbat de Pessah. Donc, pour cela, nous sommes obligés encore une fois de rattraper le Shabbat de ce Shabbat-là. On est obligé de rattraper en faisant 2 parachiotes. Moi, je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans quand on était une année où on avait... Alors maintenant, imagine maintenant qu'on a une année où nous avons 2 Hadar dans une année. Donc, du coup, on a 4 Shabbats en plus à lire, potentiellement. Donc automatiquement, on va moins utiliser les parachiotes, on va moins les coller, on va plus 2 fois dans l'année avoir des parachiotes séparés. Donc en gros, les parachiotes qu'on fait très souvent, qui sont collables, c'est parachat Vayakel Pekudé, parachat Be'arbe Chukotai, parachat Acharemot Kedoshim, Matot Maseh, Tazria Metzora. Il y en a 14 à peu près qu'on peut rassembler en même temps. Clair? Donc maintenant, au passage, d'après vous, quand est-ce qu'on a institué ce minag-là? Quand est-ce qu'on a institué ce principe-là de faire les parachiotes sur une année, de lire toute la Torah sur une année? Alors en vérité, c'est très étonnant. D'abord, il y a d'abord une bachloket, mais il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que Moshe Rabbeinu nous a dit qu'il fallait lire tous les Shabbats, il fallait lire la Torah. Mais Moshe Rabbeinu n'a jamais dit que la Torah, il faut la lire de Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz jusqu'à Ve'ele Toldot Noach, jusqu'à la parashat Noach. Moshe Rabbeinu nous a dit, Shabbat, tous les Shabbats, il faut lire la Torah. Vient Ezra au second temple, il a dit qu'il ne faut pas rester 3 jours sans Shabbat, sans lire la Torah. Donc,
Shabbat, on lit. Lundi, dimanche, lundi, on lit. C'était les gens de marché. C'était les gens de marché. Exactement. Exactement. Et c'est pour cela qu'au lieu de faire dimanche, lundi et mardi, eh ben, ils ont fait dimanche et lundi. Parce que les lundis et les jeudis, c'était les jours de marché. Donc, ces lundis et jeudis-là sont devenus des jours où... Alors, c'était quoi le marché à l'époque? Le marché à l'époque, c'est que tous les paysans qui vivaient de manière très éparpillée, ils se rassemblaient dans la grande ville. Une fois qu'ils se rassemblaient dans la grande ville, eh ben là-bas, il y avait des rabbanim, il y avait des synagogues, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc, ils en profitaient, les chachamim profitaient pour que eux, ils lâchent pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines sans écouter un mot de Torah. Bien évidemment, aussi à l'époque, quand le Shaliach Tzibour lisait la Torah, des fois, il y avait plein de minagim. Il y a des minagim où il y avait quelqu'un qui traduisait en même temps les psukim de la Torah. Donc c'est-à-dire pour les gens, les paysans, les gens qui n'étudiaient pas la Torah, c'était vraiment un moment où, pas comme nous maintenant aujourd'hui, en un quart d'heure c'est terminé l'histoire. C'était vraiment un événement. Ok? Donc Moshe Rabbeinu, il a institué de lire la Torah le Shabbat. Ezra Sofer, il a institué de lire tous les 3 jours, au moins qu'on ait une lecture de Torah. Mais aucun des deux n'a défini exactement d'où à où on va lire. La preuve, alors je ne pourrais pas vous citer exactement les communautés. La preuve, c'est d'après, si mes souvenirs sont bons, il y a encore des communautés aujourd'hui. Alors avant, c'était bien évidemment plus en profusion. Il y a encore des communautés aujourd'hui qui vont terminer tout le Sefer Torah, donc toute la Torah, non pas en 1 an, en 3 ans. Oui. Pourquoi? Ils ne sont pas contre la halakha. Parce que la halakha, ce que Moshe Rabbeinu et Ezra ils ont institué, c'est de lire à la Torah. Ils n'ont pas institué combien il faut lire. Ils ont institué de lire à la Torah. Alors il y en a qui disaient qu'il fallait lire 3 psukim. Il y en a un autre qui a dit qu'il fallait aller jusqu'à 10 psukim. Après, il y a combien, une quantité minimale. Mais ils n'ont jamais dit que là c'est la parashat Vayera, là c'est parashat Toldot, là c'est parashat Matot Maseh, là c'est parashat Vayikra, etc. Une semaine c'est parashat quand même. Ou bien on peut voilà, alors voilà, ça c'est ce que tout le monde croit. Ouais. Tachles. À quel moment c'est arrivé la séparation et la séparation comme on a aujourd'hui? C'est à partir de la clôture de la Gemara. Donc je sais pas, je peux pas vous dire exactement il y a combien de temps, mais à peu près 2000 ans. À peu près 2000 ans. C'est pas Dieu qui a dès le départ fait morceler. De toute façon, non, attention. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, on l'avait dit dans le cours, à plusieurs reprises, que nous on appelle la paracha de la semaine la paracha. Mais c'est faux. Il faut l'appeler la sidra. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la paracha, quand vous montez à la Torah, vous voyez que dans la paracha, il y a des espaces. Donc, vous prenez le Bereshit, vous commencez Bereshit, c'est tout complet, c'est rempli. Et à la fin de Vayer et Boker, Yom Echad. Après Yom Echad, il y a un espace. Cette partie-là de Bereshit jusqu'à Yom Echad, ça s'appelle une paracha. Après, il y a aussi les chapitres. Mais dans les chapitres, il n'y a pas plusieurs parachiotes. Donc, au final, une paracha, c'est pas précis. Le vrai nom de la paracha qu'on lit à la Torah Shabbat, c'est la Sidra. Sidra vient du langage Seder, une organisation. C'est l'organisation que les Chachamim ont. Et en vérité, d'après certains, c'est même pas une organisation des Chachamim de la Gemara, c'est venu juste après la clôture de la Gemara. Alors maintenant, et d'où on voit la preuve que c'est venu juste après la clôture de la Gemara? D'où on voit la preuve? Vous savez d'où on voit la preuve que c'est après la clôture de la Gemara et pas avant? Parce que, rapidement, on a une règle. Tout ce que la Gemara a décrété, tous les Bnei Israël du monde ont l'obligation de suivre. Règle universelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rave au monde qui peut aller contre un décret de la Gemara. Quand est-ce que les minhagim ils sont arrivés, les minhagim sont arrivés après la clôture de la Gemara? Pourquoi? Certains, ils étaient partis habiter, parce qu'après les Bnei Israël ils se sont éparpillés. Certains sont partis habiter en Tunisie, d'autres sont partis habiter en Maroc, d'autres sont partis habiter en France, d'autres sont partis habiter à Rome, d'autres sont partis habiter en Grèce, etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar il était déjà parti depuis longtemps, il y avait Rome, qui était la maîtresse de toute la terre entière. Donc après, les chemins, ils étaient facilement utilisables.
Et donc les Bnei Israël, petit à petit, ils se sont éparpillés. Une fois qu'ils sont éparpillés, j'ai besoin d'un rave, moi, même si j'habite à Rome, alors que tous les Bnei Israël, beaucoup de Bnei Israël sont en Eretz Israël, j'ai besoin d'un rave. Donc il va avoir son rave. Le rave, Akadosh Baruch Hu, comme le rave a dit, c'était des gens que Akadosh Baruch Hu a éclairés spécialement. Et donc, il commence à étudier, et il disait que telle halakha, il faut la faire exactement comme ça. Tous les élèves de ce rave-là, ils ont commencé à faire la halakha comme lui. De là provient les minagim. Et donc, ce rave-là, que lui, il était loin de l'époque de la Gemara, donc il a donné son avis. Tous ses élèves faisaient. Et c'est de là qu'a été créé les minhagim. Par contre, et donc, comme le seder des parachiotes de la Torah n'a pas été décrété à l'époque de la Gemara, donc il pouvait y avoir des minhagim différents. Et petit à petit, la majorité, disons même 99,5,6%, la quasi-majorité des Bnei Israël, ils ont adopté le minhag de lire chaque Shabbat, Parashat Bereshit, Parashat Noah, Parashat Lech Lecha, etc., etc. Et la preuve que ce n'est pas tellement grave s'il y a un décalage, c'est que bon, quand ils sont en Eretz Israël, il y a un décalage, on n'en fait pas un vacarme. Okay? Donc cela veut dire que le minhag, l'essentiel, le minhag qui a été instauré à travers des générations, c'est que la Torah, on la lit, on la termine à la fin pour Shabbat, pour Simchat Torah. Clair? Mais l'essentiel qu'il faut retenir, c'est que ce principe-là, il n'a pas été institué par Moshe Rabbeinu. Il n'a pas été institué. Et en vérité, peut-être c'est de là aussi le mécor de la grande Simcha de Simchat Torah. La source, pourquoi on est tellement sa mère Simchat Torah. Il n'a pas été institué par Moshe Rabbeinu, il n'a pas été institué par Ezra Sofer, il n'a pas été institué par les rabbinim de la Mishnah, il n'a pas été ça n'a jamais dérangé personne. Il n'a pas été institué par Rabbi Shimon Bar Yochai, pas personne. Vous savez par qui il a été institué? Par les Bnei Israël eux-mêmes. Les Bnei Israël eux-mêmes, ils avaient envie de terminer tous les ans la Torah en entier. Donc c'est même pas venu en tant que décret. Et c'est peut-être pour cela que le Rabbi explique que la simcha de Simchat Torah est la simcha la plus importante que nous avons dans l'année, parce que justement elle ne vient d'aucun décret. Elle ne provient d'aucun décret. Lorsqu'on m'ordonne d'être besimcha, on m'ordonne. Lorsque maintenant on ne m'ordonne pas, ça vient de moi-même, c'est peut-être encore plus fort. Okay? Pourquoi? Parce que même dans le fond du fond, la simcha, la lecture et la clôture du Sefer Torah, qui arrive à Simchat Torah, provient des Bnei Israël eux-mêmes. Si ça provient des Bnei Israël eux-mêmes, ça amène une simcha. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est volontaire. C'est pas qu'on nous ordonne, on est volontaire. Donc, c'est pas un peu logique de faire toute la Torah en une année ou toute la Torah en un mois ou en un jour. Enfin, c'est un peu logique. Peut-être que c'est tellement logique. Tu parles que c'est plus logique en un an? En un an ou en un mois, je veux dire que ce soit une période pour l'entièreté de la Torah. Eh bien, peut-être que c'est tellement logique que ça a été de facto instauré. Mais peut-être qu'avant la clôture de la Gemara, il y avait peut-être moins ce besoin. Et donc, ils n'ont jamais légiféré dessus. Et ça reste quand même étonnant qu'ils ont jamais cherché à légiférer. Peut-être parce que les gens, c'était plus, comme j'avais expliqué à plusieurs reprises, que un des avantages que les Marocains, ils ont toujours eu, c'est que la Torah, au Maroc, c'était le sport national. Le sport national. C'est quoi le sport national? Le matin, tu te lèves, tu vas à la choule. Non, mais rien. Il faut lier. Tout ce que vous dites, c'est à 100% excellent. Il faut juste lier à cela le Chok d'Israël. Que quoi? Le Chok d'Israël, c'est toute la Torah, comme on avait dit, avec la Torah écrite. Il y a la Torah orale entière. Il y a le Talmud, le Shas, il y a le Mishnah, il y a le Zohar, il y a le Shulchan Aruch, il y a Moussa, il y a tout ce qu'il faut dedans. Alors, et donc, ce que ça complète ce que vous dites. J'ai compris ce qu'on fait. Alors, et peut-être comme, qu'est-ce que je t'entends dire? Alors peut-être que à l'époque d'Agmar, ils n'ont pas cherché spécialement à légiférer, parce que comme j'ai dit il y a une seconde, que vous prenez au Maroc, la Torah c'était le sport national. C'est quoi le pshat de sport national? Tout le monde allait à la synagogue le matin, après ils allaient au cheder, après ils revenaient à la synagogue, après ils repartaient le soir, les papas, les enfants, tout le monde, c'était le sport national. Tout le monde parlait de Torah, parlait de Gemara, c'était le sport. Okay? Et donc peut-être que sur certains domaines, les Chachamim n'ont pas cherché à légiférer. Les Chachamim du Maroc peut-être n'ont pas cherché à légiférer. Pourquoi ils n'ont pas cherché à légiférer? Et peut-être aussi n'ont pas cherché spécialement à éduquer
d'une certaine manière les enfants. Pourquoi? Parce que c'était tellement happé par le mouvement qu'en vérité ça vient de manière naturelle. Okay? Et donc peut-être qu'à l'époque de la Gemara, comme le sport national, c'était aussi l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y avait à faire? Tout le monde était agriculteur, toute l'année ils travaillaient plus ou moins, ils travaillaient quelques mois dans l'année. Après il y avait tous les tzadikim, tous les chachamim, etc. Donc peut-être que le principe d'étudier la Torah une fois par semaine et d'écouter la Torah tous les 3 jours, en plus, on n'était pas si loin que ça de Moshe Rabbeinu par rapport à nous maintenant, et donc ils n'ont pas cherché à légiférer dessus sur ça. Mais, comme tu as dit, de facto, la logique veut, c'est intéressant d'avoir tous les ans une période voulue. On termine le cycle, donc peut-être c'est pour ça que de facto, c'est plus logique de faire en 1 an que de faire en 3 ans. Alors maintenant, pour essayer de rentrer directement dans le vif de la paracha de la semaine, alors d'abord, premier point, il est quasiment impossible sur un seul shiur d'étudier toute la paracha de la semaine. Et je vais vous dire pourquoi. Combien y a-t-il de parashiot, combien y a-t-il de mitzvot dans la parashat Acharemot, et combien y a-t-il de mitzvot dans la parashat Kedoshim? Et il y a 28 mitzvot en tout. 28 mitzvot, donc il faut 10 minutes par mitzvah, faites le compte. Après, il y a 26 mitzvot à ne pas faire, mitzvot lota'ase, et 2 mitzvot assez dans la parashat de Acharemot. Ensuite, dans la parashat Kedoshim toute seule, il y a 51 mitzvot. 51 mitzvot. Et donc, dans les 51 mitzvot, il y en a 38 lota, c'est 38 à ne pas faire, et 13 mitzvot assez. Et donc, c'est pour ça que ça va être un peu difficile de tout expliquer la paracha de toutes les mitzvot et toute la paracha. Par contre, il y a quand même une petite histoire dans la paracha de Acharemot, c'est que la paracha d'Acharemot, elle provient, comme son nom l'indique, Acharei Mot Shenei Bnei Aaron. Après la mort des 2 enfants de Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la parashat Shemini, nous avons malheureusement vécu la mort de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils étaient, on avait expliqué Shabbat, il y a plusieurs commentaires qui expliquent pourquoi ils sont morts, mais nous, ce qu'on va retenir, c'est qu'ils sont morts parce qu'ils ont fait une avoda, un service d'Akadosh Baruch Hu, à l'intérieur du Mishkan, parce que c'était vraiment l'inauguration du Mishkan. À l'intérieur du Mishkan, ils ont fait un service de Dieu qui n'était pas celui qu'Akadosh Baruch Hu il avait décidé. Alors maintenant, on n'a pas dit que c'était pas bien, c'était pas ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé. Et de la même manière que dans le Mishkan, les plans du Mishkan, c'est Dieu en personne qui a dit c'est comme ça que je la veux ma maison. La décoration, c'est comme ça que je la veux ma décoration. Les meubles de chez moi, c'est comme ça que je les veux. De la même manière, il a dit, c'est comme ça que je veux qu'on me serve dans ma maison. Et Nadav et Avihu, ils avaient eu un élan d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait quelque chose qui n'avait pas été ordonné, et c'est à cause de cela qu'ils ont été punis. Mais en vérité, on va dire qu'ils n'ont pas été punis. L'âme, elle a été trop liée d'amour avec Akadosh Baruch Hu, et c'est pour cela que l'âme s'est séparée du corps. Cependant, pourquoi la paracha de la semaine, elle rappelle la mort des 2 enfants de Aaron? Rashi nous explique la première dès le début. Il nous dit, parce qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il explique pourquoi maintenant il va donner toutes ces halachot. Parce qu'en final, il aime tellement les Kohanim que maintenant je vais vous vraiment légiférer, je vais vraiment vous expliquer comment faut que ça marche. Moi, je pensais que vous alliez juste écouter. Et je vous ai demandé de faire ça, vous allez faire ça, vous n'allez rien faire d'autre. Donc au final, je vais vraiment tout vous expliquer. Parmi les premières mitzvot, ou la première mitzvah qu'on va étudier dans la paracha, Ve'al Yavo Bechol Et El HaKodesh. Les Kohanim n'ont pas le droit de rentrer dans la partie sainte du Beth Amikdash pas comme ça pour rien. Oh, j'ai envie, c'est sympathique, j'ai envie de regarder bien la décoration, j'ai envie de voir un peu, de m'inspirer, d'être dans un endroit kadosh. Non. Ve'al Yavo Bechol Et El HaKodesh. Une des mitzvot qu'on va recevoir, que les Kohanim vont recevoir dans la paracha, c'est que l'obligation la permission de rentrer dans le saint, ou pour le Kohen Gadol, dans le saint des saints, donc dans le Kodesh HaKodeshim, là où il y avait le Aaron, l'étape de la loi, etc., ce n'est que au moment de la Avoda. De cela, on voit que les Kohanim pouvaient rentrer seulement dans le Kodesh, seulement dans la partie sainte, seulement quand il devait travailler, mais si maintenant il n'était pas de service, il ne pouvait pas. Et le Kohen Gadol, que son service à l'intérieur du Saint des Saints n'était uniquement le jour de Yom Kippour, alors lui, il n'avait pas le droit de bichlal de rentrer si ce n'est ce jour-là. Et si il rentrait, il était chayav mita. Il était passible de la peine de mort. Ok? Donc,
Pour cela, il nous fait la comparaison avec, c'est pour ça qu'on appelle Acharei Mot, après la mort des deux enfants de Aaron, parce qu'on nous fait la comparaison. Ne mourrez pas comme l'autre il a fait. Voilà, l'autre il a fait, parce que l'autre il est mort parce qu'il s'est mal comporté. Donc vous aussi, vous devrez faire très attention. La première partie de la paracha, et c'est pour cela que la première partie de la paracha, on va la lire pendant Yom Kippour. La première partie de la paracha va nous parler de toute la avoda du Kohen Gadol à Yom Kippour. Et parmi, alors maintenant, que signifie Yom Kippour? La traduction de Yom Kippour signifie le jour de Kippour. C'est quoi Kippour? Kapara, expiation des fautes. Le Sefer HaChinour, puisqu'on on travaille beaucoup sur le Sefer HaChinour, il va expliquer qu'en vérité, c'est un bien fou qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une fois dans l'année, la possibilité de racheter ses fautes. Et en vérité, regardez qu'est-ce que le Sefer HaChinour dit. Il dit, heureusement qu'il nous l'a donné une fois tous les 3 ans, 4 ans. Pourquoi? Parce qu'on aurait fait tellement un cumul. Dieu préserve de bêtises. Peut-être le monde il aurait été détruit. Donc, sur une année, on attend de s'organiser, on attend de changer, on attend de s'organiser. Et en vérité, c'est une très grande gentillesse qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Je rappelle, bien qu'on n'est pas dans l'Ichod Yom Kippour, je rappelle que le jour de Yom Kippour a la capacité de pardonner, mamash, toutes les fautes d'un juif. C'est le jour machine à rêver. Mamash. C'est une douche, c'est le jour qui gosse. Mieux que douche, c'est. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler, pourquoi Yom Kippour a une telle puissance? Historiquement, pourquoi Yom Kippour a une telle puissance? Parce qu'en vérité, le jour de Yom Kippour est arrivé de manière logique. Et peut-être même là aussi, on peut dire un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est les Bnei Israël. Bon, je ne sais pas si on peut dire vraiment les Bnei Israël, mais les Bnei Israël ont vraiment contribué à créer ce moment-là. C'est quoi? Rappelez-vous, on se rappelle toujours les mêmes dates. Le 15 Nissan, nous sommes sortis d'Égypte. Oui ou non? Il faut se rappeler des dates, il faut que ça rentre dans la tête jusqu'à que ça ne bouge plus. Le 15 Nissan, nous sommes sortis d'Égypte. 49 jours plus tard, nous sommes en train de vivre les 49 jours. Les 49 jours, on s'est préparé, on a avancé, etc. jusqu'à recevoir la Torah. La Torah, on l'a reçue quel jour? Oui, il y en a qui révisent. Alors, le 6 Sivan. Le 6 Sivan, on a reçu la Sefer Torah, la Torah. Maintenant, ce 6 Sivan-là, Moshe Rabbeinu monte. Il monte vers Akadosh Baruch Hu et il dit bien en Israël, je vais rester là-bas 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? J'ai besoin d'étudier ce qu'on va recevoir. Je ne vais pas arriver comme ça et j'ai besoin de vous expliquer ce qu'on a reçu. Très bien. Donc, il rentre, il va rester là-bas pendant 40 jours et 40 nuits. À peu près quelques 12 heures avant que Moshe Rabbeinu redescende, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Bnei Israël, ils ont dit, en vérité, on ne va pas rentrer dans ça, c'est pas la parashat qui sort, on l'a étudié rapidement, parashat qui sort, ils ont fait le Vodor. Moshe Rabbeinu descend, c'est quoi ce là? L'étape de la loi se casse. Il organise, il gère en bas ce qu'il fallait gérer, et il dit, bon, maintenant, il faut monter là-haut. Maintenant, il faut que Kadosh Baruch Hu, il accepte de nous supporter encore, parce que là c'est trop grave ce qu'on a fait. Il remonte encore 40 jours et 40 nuits. Donc on va dire quelques jours plus tard, il remonte, après le 6 Sivan, il remonte 40 jours et 40 nuits, ça nous donne le 17 Tammuz. Pardon. Le 6 Sivan plus 40 jours et 40 nuits, ça nous donne le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu est redescendu, il a cassé, c'est-à-dire les tables de la loi ont été cassées. Il reste un peu en bas pour gérer, et il remonte le 29, après le 28, le 29 Av. Le 29 Av, donc le mois d'Av c'est 30 jours, plus le 17, on va du 7 au 20, il est monté le 20 Tammuz, du 20 Tammuz ou du 19 Tammuz jusqu'au 29 Av, il est resté là-haut pendant 40 jours et 40 nuits pour demander à Kadosh Baruch Hu le pardon. Mais le pardon a été accepté verbalement, mais dans les faits concrets, on n'a pas eu de contrat qu'on a été pardonné. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, descends, taille-moi des pierres pour que je te redonne les tables de la loi. Moshe Rabbeinu remonte avec les tables, et là il reste encore 40 jours et 40 nuits. Alors il y a marqué qu'on a reçu plus que la première fois, on a reçu le Sifra encore beaucoup d'autres halachot, etc. Il reste encore 40 jours et 40 nuits. Vous calculez depuis Rosh Chodesh, après le 29 Av, ça nous donne le mois d'Elul. Il est remonté Rosh Chodesh Elul, vous
vous comptez 40 jours après Rosh Chodesh Elul, ça nous donne le 10 Tishri. Et le 10 Tishri, c'est quoi? C'est Yom Kippour. Et donc, pourquoi Yom Kippour est si important et si fort? Parce que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il nous a mis le contrat des secondes tables de la loi. Et ce contrat veut dire quoi? Veut dire qu'Akadosh Baruch Hu accepte de pardonner tout, même la pire des avérotes. Mais à une seule condition, la Shavim, ceux qui font tchouva. Ceux qui font tchouva, Akadosh Baruch Hu pardonne, ceux qui ne font pas tchouva, ils ne peuvent pas accéder, au principe. Donc c'est bien ça en fait, 40 jours après la faute du Vaudor. Non, 40. 40 jours après le don de la Torah, 40 jours après le don de la Torah, on arrive au 17 Tammuz. Oui. 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu, il casse l'étape de la loi, Ouais. parce qu'il a fait le Vaudor. Il remonte plus tard, encore 40 jours, ça nous amène à peu près au 28-29 Av. Ouais. Il remonte après 40 jours et 40 nuits, depuis Rosh Chodesh Elul Ouais. jusqu'à le 10 Tishri, ça donne donc 40 jours. Le 10 Tishri qui est devenu par la suite Yom Kippour. Ok? Donc 3 fois 40 jours et 40 jours. Exactement. 3 fois 40 jours et 40. Claire? Donc en fait, entre... Alors, en vérité, c'est pas lié exactement. Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est pas lié, mais de l'autre côté, comme le Rabbi explique tout le temps, chaque chose dans le judaïsme est non pas fait par coïncidence. Chaque chose a une vérité absolue, a une raison d'être absolue. Donc, si Rosh Hashanah il arrive à avoir Yom Kippour, c'est parce qu'il y a une raison, etc., etc., etc. Ok? Parce que, donc, ça veut dire, est-ce que Kippour c'est lié au Vaudor ou est-ce que c'est lié au fait que tu rentres dans une nouvelle année et que tu dois te Kippour, c'est lié au Vaudor. Voilà. Mais, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce soit après Rosh Hashanah. De toute façon, la preuve, c'est qu'on appelle de Rosh Hashanah à Yom Kippour, on les appelle Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours, donc on les met dans le même. Claire, ça c'est pour le début de la paracha. Ok, on continue. C'est bon les questions et réponses? Alors maintenant, dans la paracha, on va, comme je vous ai dit, on a la première paracha 28, après on a 51, ça nous fait combien? 29, 79, c'est ça? 79 mitzvot, on ne pourra pas faire les 79 mitzvot. Tout de suite, après, pendant la première paracha dans Achemot, on va avoir une mitzvah que, au moins, en général, au Bet Rabban, on l'a fait au moins une fois dans l'année. C'est quoi la mitzvah? Au moment des kaparot, on fait mitzvah kisui dam, de recouvrir le sang de l'animal lorsqu'on fait la shrita. Cette mitzvah-là existe dans les animaux domestiques et dans les volailles. Il n'y a que dans les animaux sauvages que cette mitzvah-là n'est pas obligatoire. C'est quoi le principe de cette mitzvah-là? Donc cette mitzvah, c'est une mitzvah d'Eoraita, une mitzvah de la Torah. Et c'est quoi le principe? C'est lorsqu'on fait la shrita à un animal, donc on fait l'abattage rituel, on fait la shrita, il y a du sang qui coule. Ce sang qui coule, il faut le couvrir. Pourquoi? Cette mitzvah-là fait partie de plein d'autres mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous ordonne afin que quelque part va se transpirer de ces mitzvot-là, de l'apprentissage de la rachmanout, de la miséricorde chez les Israël. Vous savez, dans toutes les actions qu'on fait, vous allez chez un client, il faut faire attention de se tenir comme ça. Vous ne comprenez pas pourquoi il faut se tenir. Tiens-toi droit, parle doucement, à voix basse, etc., etc. On te dit des choses, tu ne sais pas exactement c'est quoi la raison. Mais même cette attitude corporelle, elle va t'amener une sérénité, une assise, une manière de parler, On n'est pas les mêmes quand on est en jean, quand on est en costume. Très bien. Pourquoi? Parce que nos actions extérieures, nos actions extérieures, externes à nous-mêmes, vont nous faire transpirer un mode de réflexion. Akadosh Baruch Hu, il veut que transpire à l'intérieur des Bnei Israël de la rachmanout, du kavod, du respect, du kavod et de la miséricorde. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait la shrita à un animal? On vient, on le tue. C'est quoi on le tue? On fait sortir son neshama. Au moment où cet animal, je vais l'utiliser pour moi-même, et en plus, on sait ce qui a marqué dans le passage qui est Adam, Hua Nefesh, car le sang, c'est l'âme, c'est la vitalité. Donc lorsque l'animal est mort, devant la vie qui est par terre là, qui est par terre devant moi, par terre,
j'ai un respect pour ce que l'animal va m'apporter et pour ce que je viens de faire. Donc je le couvre. Au passage, cette mitzvah-là, ce principe-là de miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu nous oblige, il nous interdit d'être cruel, il nous interdit d'être de glace lorsqu'il y a quelque chose de dur quand même. Au passage, le minag, alors Chabad, alors je ne sais pas si c'est exactement aussi le minag, la coutume Ashkenaz, mais en tout cas le minag Chabad, je pense que ça doit être pris de la coutume Ashkenaz, c'est que sur toutes les mitzvot où il y a la souffrance d'autrui, peu importe c'est qui l'autrui, eh ben on ne fait pas de bracha chez Echianu Vekimanu Egianu Lazman Hazeh. Un exemple, des tefilines. Quand on reçoit des tefilines, même que c'est quelque chose qui est cher, alors qu'un costume, on peut aller faire chez Echianu, mais quand on prend des tefilines, eh ben on ne fera pas chez Echianu. Le minag Chabad, il n'est pas de faire chez Echianu. Chez Sfarad, la bar mitzvah, on fait non, parce que c'est pas la la preuve que c'est pas général, un instant. Et donc, on ne fait pas chez Echianu sur les tefilines. Pourquoi on ne fait pas chez Echianu? Parce que pour avoir des tefilines, il faut que la bête elle meure. Non. Autre exemple que vous ne pourrez pas me dire que c'est général, c'est Brit Mila. Brit Mila Sfarad, ils font chez Echianu Vekimanu Egianu Lazman Hazeh, ils font la bracha, mais chez Chabad, on ne fait pas chez Echianu Vekimanu Egianu Lazman Hazeh. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je suis très content d'avoir fait la mitzvah énorme, mais quand même cette mitzvah quelque part, il y a quelqu'un qui souffre. Donc je ne peux pas complètement me sentir bien et dire chez Echianu Vekimanu Egianu. Je ne dis pas qu'on a raison, qu'on n'a pas raison, je dis que quand même lorsque j'ai un besoin, même lorsque l'homme il a un gain de quelque chose qui s'est passé, d'une mitzvah ou quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, mais malgré cela, il y a eu un mort, et même si c'est un animal. Donc Akadosh Baruch Hu veut que même les animaux on les respectent. Au passage, on a des mitzvot très claires de l'interdiction de tsar balechaim, de faire du mal aux animaux. On a des interdictions très claires de ever minachai, l'interdiction de manger un animal vivant, etc., etc. Maintenant, dernier exemple qu'on a étudié il y a 2 semaines à la parashat Shemini, c'est qu'il nous est interdit de manger du lait et la viande. Pourquoi le lait et la viande? C'est le même principe. C'est quoi le même principe? C'est qu'en vérité, tu veux prendre la vache, donc tu prends son lait. Alors dans la Torah, il y a marqué, ne prends pas le veau, dans le chevreau dans le lait de sa mère. Donc tu prends le chevreau, donc l'enfant, tu découpes en rondelles, tu prends le lait de la mère, et tu prends le lait de la mère, de son enfant, et tu cuis l'enfant dans le lait de sa mère. C'est le top de la cruauté. Malgré qu'on a l'air que c'est rien, mais au contraire, c'est ça le travail de l'homme. C'est quoi? D'essayer de se raffiner, d'essayer d'avoir des midotes intéressants, des midotes raffinées. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est parti jusqu'à nous interdire le lait et la viande, parce que ça nous rappelle un peu ce principe-là. Tu prends de la viande, et tu prends le lait, tu prends la viande, donc l'animal, tu prends son lait de l'animal, et tu cuisses la viande avec son lait. Arrête-toi, jusqu'à où tu vas? Pourtant, la Pessah, on fait chez Chianou, pourtant il y a eu des diplés, il y a eu de la cruauté quelque part. A priori, très bonne question. A priori, la cruauté elle s'est passée il y a 3000 ans. Mais a priori, c'est ça la réponse. Cependant, malgré ça, quelque part, tu as raison, et on va réfléchir. C'est qu'à la 7e jour de Pessah, lorsque ça arrive, le dernier Yom Tov, et que le dernier Yom Tov, c'est aussi le jour où les Égyptiens sont morts dans la mer, et bien pendant tous les premiers jours de Pessah, on a fait le Hallel en entier. Le dernier jour, on ne fait pas le Hallel en entier. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, Tachles, c'est le jour où beaucoup d'Égyptiens ils sont morts. Donc même que c'était nos ennemis qui nous ont fait du mal, etc. Ils sont morts. Okay? Donc peut-être quelque part tu as raison à réfléchir. C'est évident qu'il y a la réponse, mais là tu m'as pris de coup. Ok? Ensuite. Oui, mais c'est ça la question qu'il a posée. Alors, ensuite, nous allons lire aussi, puisque la parashat Acharemot, elle va être lue à 2 reprises pendant Yom Kippour. Elle va être lue la première reprise parce qu'on va parler de toute la voda du Kohen Gadol à Yom Kippour. Et la dernière partie, c'est parce que... Oh là là, très tard. C'est parce que... à la fin de la parasha, nous allons parler aussi de toutes les relations interdites. Alors, cette histoire des relations interdites... Mais il y a des choses, c'est tellement évident que... Alors, d'un côté, toi, tu me dis que c'est évident, et d'un côté, je voudrais comprendre l'évidence. Les relations interdites. Alors, je vous donne quelques petites choses. Les relations interdites avec la sœur, avec la cousine, avec... Alors, je vous donne... Non, mais tu rigoles, c'est vrai. Tout ce qui est écrit. Mais je rigole pas. Non, mais d'accord, il y a un niveau où ça peut arriver, mais avec la sœur. Alors justement, on va réfléchir 2 minutes. Alors, je vous fais, messieurs, alors je vous fais rapidement les interdits. Donc, interdiction
d'aller avec ses proches familiales. Interdiction d'aller, donc des hommes, Dieu préserve qu'ils aillent ensemble. Interdiction d'aller avec la femme de son père. Interdiction d'aller avec même la femme que son père a violentée, mais qui est sa mère. Interdiction d'aller avec la fille de son fils. Interdiction d'aller avec la fille de son fils. C'est-à-dire même si c'est pas pour m'amuser, même si c'est pour me marier. Interdiction. Interdiction d'aller avec sa petite fille, de se marier avec sa petite fille. Ok? Ah ouais, bah oui. Mais ok, vous dites ça, mais et moi c'est la logique que je recherche. C'est la logique. C'est On exposait de loin. On exposait. ok. Il y a Ervan. tellement de trucs, tu te dis que. Alors maintenant, et donc, on va avoir tous ces genres d'interdits. Et bon, Béhémet, c'est un peu difficile à comprendre exactement qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. C'est quoi la logique extrême? Alors évidemment, on va de manière naturelle, ça va nous déranger. Ça va nous déranger. Mais quelle est la logique extrême? Vraiment, si on veut dire que c'est une partie logique. Et comme Rabbi Meimoun nous a dit, qu'au final, cette même logique, elle peut être mise à contradiction lorsque deux personnes se convertissent. Donc c'est quoi la logique exacte de tous ces interdits? Alors bon, pour une femme mariée, on va dire qu'elle appartient, c'est de la propriété privée, elle appartient. Après, on va dire sa tante. Pourquoi sa tante? Sa tante, c'est une femme comme une autre, etc., 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 etc. Il y a plusieurs choses qui sont un peu difficiles. Alors en vérité, il y en a, Al-Pika Abala, qui vont dire qu'en final, il faut faire très attention d'où tu proviens. Donc tu ne peux pas te marier, avec, c'est-à-dire tu ne peux pas aller avec la source d'où tu proviens. Il y en a un autre avis qui dit qu'en vérité, tout le principe, il est essentiellement pour éviter que demain, toute la raison, il est pour que demain, il n'y ait pas des frères et des sœurs qui se marient. Pourquoi? Si maintenant, au final, je m'autorise, ou la Torah m'autorise, d'aller avec tout le monde. Donc au final, un jour ou l'autre, il n'y aura plus de règles, dans rien du tout, mais un jour ou l'autre, un, il va se marier avec sa sœur, l'autre, il va se marier avec sa sœur, et au final, c'est très grave. Maintenant, la question elle est, pourquoi Béhémet c'est interdit de se marier avec sa sœur? Alors, c'est logique et c'est tellement dangereux. Oui et non. mais j'arrive pas à trouver la C'est logique. logique en vérité. J'arrive pas à trouver la logique. J'arrive Béhémet, j'arrive pas à trouver la logique. Okay? Et donc, en final, alors maintenant, de l'autre côté, on pourrait dire, comme plein d'autres mitzvot, qu'Akadosh Baruch Hu veut aussi. Alors maintenant, bon, c'est quelque chose que j'aime pas tellement dire, mais il y a un avis qui va nous dire que toute la raison d'être des mitzvot, elle est les taken pour arranger la personne, le yitzhara. Okay? Et donc on pourrait peut-être dire à la rigueur que la raison d'être, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné tellement de barrières, parce qu'au final, ce genre d'action, ça fait partie des sentiments normaux, et peut-être à la rigueur dire des sentiments animaux des gens. Okay? Et donc au final, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit? Il a dit, il va t'arrêter ici, il va t'arrêter là, il va te rendre un homme. Il ne va pas te laisser. Parce qu'au final, est-ce qu'un animal, il a des relations, ça change pour lui, si c'est sa mère, Non. si c'est sa sœur, si c'est son frère? Rien. Ça dépend des animaux. Aucun animal. Non. Si, le lion, il va pas avec sa mère ou des trucs comme ça. Le lapin, oui. Mais L'animal, le lion, Davka le lion, il n'a aucune différence. Davka le lion. Mais c'est extrêmement logique. C'est extrêmement logique, Davka le lion, puisqu'ils ont un harem. Et donc dans cet harem-là, il y a un lion dominant qui va avec tout le monde. Donc au final, c'est évident qu'il a des filles. C'est évident qu'il va avec sa fille. C'est évident qu'il va peut-être avec sa mère. C'est évident, c'est une évidence. Donc les lions, ils n'ont pas cela. Ok? Donc au final. Les hamsters. ils sont fous. Et les cétacés. Alors maintenant, c'est sûr qu'ils n'ont pas ce genre de relation. Ok, cela veut dire quoi? Quelque part, pour le lion, il voit quoi quand il voit sa sœur en face de lui? Il voit quoi? Il voit une femelle. Donc au final, chez lui, c'est uniquement un instinct où il a sorti toute relation d'où tu proviens, qui tu es, tout. Il a pas dénaturé. Au contraire, peut-être qu'il est passé trop face à la nature. Il a complètement enlevé tout concept en dehors du plus basique des instincts, qui est tu es une femelle. Et en vérité, un humain, c'est quoi la différence?
Un humain, c'est qu'il a une obligation de respecter son père et sa mère. Il a un lien avec sa mère, il a un lien avec son père, il a un lien avec ses sœurs, il a un lien avec son frère, il a un lien avec... C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qui nous rend, nous, différents des animaux? C'est justement cette hiérarchie sociale, ou cette différence sociale, où que pas tout est permis, pas tout est fait. Dieu préserve. Dieu préserve. Ça peut sûrement arriver que un garçon, il va avec sa sœur. Mais si Bémet ça arrive, ils ne sont pas normaux. C'est sûr qu'ils ne sont pas normaux. Mais ça serait quoi la logique? C'est pour lui, elle et puis sa sœur. Pour lui, c'est une femme. Donc, tu as encore une fois dénaturé, tu vas de plus en plus loin dans la primitivité de la personne. Ok? Ou primitivité. On va faire une ou deux mitzvot dans la parashat Kedoshim. T'en choisis une sur les 50? Alors, on va en choisir quelques-unes. Nous avons dans le mitzvot des... Alors, peut-être la prochaine fois, on regardera dans le fromage directement. Hein? Donc, on va choisir les premières mitzvot et les quelques-unes des dernières mitzvot. La première partie des mitzvot, c'est quoi? C'est tout. Pas la mitzvah de tzedaka exactement. C'est lorsque maintenant quelqu'un il est agriculteur. Il doit laisser une partie de son champ, un coin de son champ, il ne coupe pas, il ne moissonne pas. C'est Akadosh Baruch Hu te dit, tu moissonnes tout le champ. Mais en vérité, cette partie-là, tu la laisses. Comment ça s'appelle déjà? PA. Il y a PA, il y a PA. Il y a aussi une autre interdit. Qui va être, par exemple, si maintenant tu as ramassé les gerbes, donc tu prends les gerbes, comment il faisait avant avec la fossile, tu prends les gerbes, tu coupes, et tu viens, tu mets dans la botte. Tu avances, tu prends les gerbes, tu coupes. Akadosh Baruch Hu t'a dit, s'il y a pas une gerbe, une tige, un épi qui tombe, tu le laisses au pauvre. Il y a un deuxième épi qui tombe, tu le laisses au pauvre. S'il y en a 3 qui tombent, tu le ramasses. Mais sinon, 1 tu laisses, 2 tu laisses. Et en vérité, cette même mitzvah, on va la voir en parallèle, dans quoi? Dans le kérem, dans la vigne. Dans la vigne, tu vas avoir la même halakha. C'est quoi la même halakha? Si maintenant, par exemple, tu vas laisser des petites grappes de raisins, tu vas laisser des petits raisins, etc. tu ne les ramasses pas. Elle veut dire quoi un peu cette mitzvah-là? Peut-être quelque part, elle veut aussi nous dire et de la distance vis-à-vis de ton argent, et de la distance vis-à-vis de ton travail, et de la distance. C'est quoi avec de la distance? Quelqu'un qui va chercher à ramasser un épi alors qu'il a une boîte, une poignée entière dans sa main, c'est quoi? C'est rien, tu lâches rien. Personne d'autre existe à part toi. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut inséminer dans nos gènes qu'en vérité, prends la distance. Akadosh Baruch Hu t'a donné. Donc il t'a donné à toi, laisse pour les autres. Laisse une petite partie pour les autres. Et on va terminer avec la mitzvah de Ahavat Israël. À la fin de la paracha, nous allons étudier. Alors, il y a une mitzvah qui est très connue, donc je suis obligé aussi de parler de cela. Lifnei Iver lo titen mirshol. L'interdit à un juif de donner un mauvais conseil, quel que soit le domaine, à un autre. Un autre juif. Un autre juif, à une autre personne. Un goy, c'est permis. En vérité, toutes les mitzvot que nous avons, non mais écoutez, non, mais c'est une règle. Toutes les mitzvot que nous avons, elles sont pour tout le monde. Pourquoi? Parce que, pas les goïms n'ont pas d'obligation dans les mitzvot, mais nous on a une obligation vis-à-vis des goïms. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais une des raisons essentielles, si tu t'habitues à mentir à une sorte de personne, qui te dit que tu ne vas pas mentir? Vous connaissez tout cela halakha dans le Rachaim au début. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de dire, même à un mamzer, t'es un mamzer. Pourquoi tu n'as pas le droit de dire à un mamzer, t'es un mamzer? Parce que tu vas lui dire sur lui, mais demain tu vas t'énerver, tu vas dire sur un autre, qui n'est pas mamzer, etc., etc. Toutes ces mitzvot-là, déjà, à part toute la raison que c'est interdit de voler, etc., à quiconque, à part toutes ces mitzvot-là. Donc la shonara, on n'a pas le droit de faire sur le goy non plus. Ah, pourquoi tu vas faire de la shonara? C'est des mauvaises midot. C'est des mauvaises midot, t'as pas le droit? T'as pas le droit? T'as pas le droit, point à la ligne, c'est évident que t'as pas le droit. Ok? Alors maintenant, de la même manière, l'ifner hiver, l'otiten mirshol, tu ne dois pas lui donner de quoi trébucher à la personne. Donc, imagine maintenant, alors maintenant, un hiver, c'est quoi un hiver? Un aveugle, c'est un aveugle dans tous les domaines. C'est quoi un aveugle dans tous les domaines? Si maintenant je ne connais pas l'immobilier et tu me donnes un mauvais conseil dans l'immobilier, je vais le vendre à la baisse, toi tu vas dire à ton copain de racheter derrière, ou peu importe, etc. Donc ça c'est une mitzvah très importante. Alors maintenant, nous avons plusieurs interdits, nous avons plusieurs obligations qui sont liées avec la mitzvah de Ahavat Israël. On a l'interdiction de
haïr un autre juif. Il y a une interdiction. On a une obligation d'aimer chaque juif. On a une obligation on a une interdiction de se venger jusqu'à garder rancune. L'otikom, tu ne te vengeras pas. Mais l'otitor, tu ne garderas pas rancune. C'est quoi garder rancune? Vous savez, ça veut dire quoi garder rancune? Tu m'as fait quelque chose il y a 2 ans. Je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Tu m'as fait quelque chose il y a 2 ans, je ne l'ai pas oublié. Ça aussi, c'est interdit. Ça, c'est dur, ça. Tu n'as pas le droit. Et pourquoi? Et donc, Non, mais et à tel point, Tu repars à la personne comme si de rien. alors. Oui, c'est ça, la rancœur, c'est pas oublié, ça n'a rien à voir pour moi. Si tu ne parles plus, tu as le droit? Non. l'otitor, c'est la traduction avoir de la rancune. Mais rancune, Si tu as de la rancune vis-à-vis de quelqu'un, tu fais une sourde oreille sur ton Tu dois aimer tous les juifs. Mais rancune, ça Hein? veut dire que À quelque partir part. du moment où tu dois aimer tous les juifs. C'est lié. Alors en vérité, des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous sert de tous les côtés qu'on n'a pas où aller. Eh bien oui, exactement, c'est plus ou moins lié. Ok. Bezrat Hashem, bientôt on expliquera un principe général sur toutes les mitzvot, mais Bezrat Hashem en chaque chose en son temps. Et donc, à tel point, il y a une obligation d'aimer, il y a une interdiction de haïr, à tel point, c'est que j'ai une obligation, écoutez bien, hein, j'ai une obligation de me mêler de la vie de l'autre. Non. Si, un exemple. Si maintenant je vois quelqu'un en train de faire une interdit, un avéra, j'ai une obligation de le réprimander. Même si Mais mêle-toi de tes affaires. mais si ça dessert ma cause, parce que ça. Oh. Ça, c'est l'unique cas où on a l'obligation de se taire. Pourquoi? Imaginons maintenant, Dieu préserve, il y a des gens qui ne font pas Shabbat. Mais voilà, Qui font pas Shabbat et qui vont à la choule. Tu imagines, toi à la fin, tu dis, mais pourquoi tu fais pas Shabbat? Mais déjà, il fait un effort, il vient à la choule. Peut-être que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, il va faire Shabbat. Donc des fois, il va t'écouter, des fois, il va pas t'écouter. Des fois, en voulant faire du zèle, tu as fait pire. On ne parle pas de ça. On parle déjà du principe. Le principe est qu'on a une obligation de se mêler de la vie des autres. Mais c'est-à-dire quoi se mêler? C'est pas dans se mêler, concierge. C'est pas ça dans le principe. Le principe de se mêler, c'est que tout simplement, tu dois t'inquiéter que ton voisin ne fait pas n'importe quoi. Bien, encore une fois, bien évidemment, on parle que si maintenant j'ai de l'influence sur lui, mais de s'inquiéter que ton voisin ne fasse pas n'importe quoi. Ce principe-là, que ton voisin ne fasse pas n'importe quoi, eh ben, c'est une obligation. Mitzvah tochacha, l'obligation de choses. Comment? Par rapport au mitzvot, uniquement? Oui, par rapport à son bien évidemment. Et si maintenant on ne va pas faire attention sur quelle chaîne de télé regarde l'émission, bien sûr, c'est ça le principe. C'est par rapport au mitzvot. Par rapport au mitzvot, c'est maintenant. Si maintenant. Non, parce que si, imagine, peut-être on aurait pu dire, mais s'il réfléchit mal, c'est pas tellement important. C'est mitzvot et dérivé Voilà. en fait. Donc le principe, c'est par rapport au mitzvot.